Bienvenue dans Sans Alcool. Saison 3. C'est le podcast numéro 1 en francophonie entièrement dédié à la sobriété. En 3 mots, on assume, on inspire, on transforme. Sans alcool. Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Alcool. Aujourd'hui, j'ai l'énorme chance de recevoir Julie. Comment tu vas, Julie? Ça va très bien et toi? Eh ben, très très bien, merci. Je suis trop fier de t'avoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais, Julie, s'il te plaît, te présenter en quelques mots? Je m'appelle Julie, mais mon nom de scène c'est MJ. Ça fait 7 ans que je suis DJ et productrice de musique électronique et plus professionnellement depuis 5 ans. Donc je suis active dans la musique indie dance et house et je me représente dans des festivals, des clubs en Belgique, aux Pays-Bas, en Europe, mais aussi un peu plus loin comme le Mexique, la Thaïlande, etc. Je suis dans ce podcast aujourd'hui parce que Vincent m'a proposé d'expliquer mon expérience et mon rapport par rapport à la sobriété. Trop cool. Toi, ça fait combien de temps que t'as arrêté de boire? Ça fait 3 ans et demi. Julie, alias MJ, elle était comment quand elle buvait? Bah, c'était une tornade, hein. Ah ouais? Ouais. Ouais. J'ai toujours été très, très fêtarde. J'ai toujours adoré la musique, les relations sociales, les fêtes, les anniversaires. Et en fait, j'étais toujours la dernière debout, la dernière à vouloir partir. Pour moi, c'était hyper important que tous les week-ends, ce soit le meilleur week-end, que j'ai des trucs de prévus. J'avais vraiment aussi, je pense, une phobie de me retrouver seule avec moi-même et à l'idée, en fait, ouais, de passer un week-end seul, ça aurait peut-être été un week-end gâché. Et je pense clairement que j'avais un mal-être ou en tout cas un manque de passion dans ma vie et ça se traduisait par ouais, boire, faire la fête. Et malheureusement, j'ai toujours été quelqu'un qui ne se sentait pas trop ma limite. Donc, je pouvais boire beaucoup, mais j'ai quand même un petit corps. Donc, voilà, le lendemain, j'étais très malade. Je me suis aussi rendu compte par la suite qu'en fait, j'ai ce qu'on appelle un syndrome de Gilbert, qui est en fait une maladie génétique, pas du tout grave, mais en fait, tous les porteurs de syndrome ont des difficultés à digérer l'alcool, le gras, les matières grasses, etc. Et donc, en fait, pendant longtemps, bah, je me suis sentie très, très mal le lendemain de soirée, des crises de foie, des Aïe. vomissements. Et... Mais en fait, j'en avais rien à faire parce que le lendemain, je me disais, ben, je boirai plus jamais. Et puis, ben, 3 jours plus tard, je changeais déjà d'avis. Et puis, la semaine d'après, c'était déjà oublié et je recommençais à boire, quoi. Ça faisait vraiment partie ouais, de ma vie sociale et j'ai fait des études universitaires, j'ai été baptisée, etc. Donc oui, c'était tout le temps et c'était pas tenable au final parce que je voyais clairement que ma santé se dégradait et donc un jour, il a fallu que je prenne une décision, quoi. C'est fou parce qu'on vit tous la même chose. On attend le week-end et puis on boit fort. Et c'est fou que, tu vois, que le cerveau quand même, et ce produit qui est tellement puissant, que il faut laisser 3 4 jours, même une semaine, et puis après on y retourne. C'est dingue quand Mais même. c'est addictif. C'est addictif, c'est une addiction à l'état dans lequel ça nous met, en fait, parce qu'on se sent bien, on oublie tout, ça nous désinhibe. Et en fait, on trouve ça normal parce que ce que je raconte aujourd'hui, c'est le cas pour des millions de personnes. Je suis pas, j'estime pas avoir un problème parce que je bois ou je buvais en tout cas tous les week-ends. Je pense que c'est la société qui a un problème de nous mettre en tête que boire c'est normal et que consommer de l'alcool, ça nous rendra heureux. Il y a un énorme problème là-dedans parce que comme tu as dit, l'alcool en fait c'est un poison. Et ça aussi, je m'en suis rendu compte et on peut pas le nier parce qu'on sait très bien que tout le monde sur Terre quand il a bu un peu trop, il se sent pas bien et il se dit en fait ça fait pas du bien à mon corps, que ce soit mentalement, physiquement, mais forcément l'alcoolisme c'est une vraie maladie et bien sûr ça peut détruire beaucoup plus que juste des relations sociales et de pas sortir le week-end quoi. Si tu as commencé avec ça, c'est aussi ce lien social. Parce que tu m'as dit, moi j'étais pareil que toi. Si je sortais pas un vendredi soir ou un samedi soir, et j'avais pas bu, parce que la fête égale alcool, parce que sans alcool il n'y avait pas de fête, j'avais gâché mon week-end. Et ce lien aussi que on a de l'alcool à fêter et à se sociabiliser, c'est complètement fou, tu vois. Oui, c'est fou, mais je pense que d'un autre côté, en fait, je sais pas si tu connais le phénomène de la rat race.
Non, pas du tout. Le phénomène de la rat race, c'est en fait juste le cycle de la vie d'une personne lambda qui fait un 9 to 5 et qui travaille énormément la semaine et qui met de l'argent de côté pour dépenser et payer ses impôts et investir comme un bon citoyen et qui recommence en fait son 9 to 5 et en fait il lui reste juste le week-end pour décompresser ou le soir. Et en fait, ben, pour décompresser, comme il n'a pas le temps, il cherche une solution facile et il va boire de l'alcool. Et je pense que je me suis aussi rendu compte de ce phénomène quand j'ai quitté mon 9 to 5 et que j'ai commencé en fait à vivre de ma passion et à me rendre compte qu'en fait, ce modèle économique de travailler 40 heures semaine dans quelque chose qui me plaisait pas ou pour quelqu'un d'autre, c'était pas ma conception en fait du bonheur sur cette terre. Et je dis toujours, si tu veux arrêter de boire, il faut d'abord comprendre pourquoi tu bois. Pourquoi? Est-ce que c'est pour t'amuser? Est-ce que c'est parce que tu es timide? Est-ce que c'est parce que tu t'ennuies? Parce que la majorité des gens, ils sont en soirée et ils boivent un verre parce qu'ils s'ennuient et que c'est un réflexe. Mais en fait, quand tu comprends pourquoi tu bois et que tu analyses et que tu décortiques, ben, tu te rends compte qu'il y a tellement plus d'opportunités, d'alternatives et tu peux trouver des solutions. Et en fait, aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que je ne bois plus, mais ça fait déjà 7 ans que j'ai commencé à mon parcours dans la lutte pour arrêter l'alcool. Très vite, après avoir complètement arrêté, quand j'ai compris que j'avais plus de frustration, ben en fait, je me suis rendu compte que ça ne me manquait plus du tout et que c'était vraiment un prétexte, une excuse et que aujourd'hui, je peux très bien m'amuser sans et encore parfois plus et ça m'apporte beaucoup plus de choses que ce que ma vie d'avant m'apportait, par exemple. Tu dirais que au moment où tu sors un petit peu, on va dire, du contexte sociétaire, tu vois, de la société qui te dit faut avoir un travail, il faut travailler dur, le travail c'est dur. Tu dis, mon chemin a commencé il y a 7 ans, mais c'est ce chemin où tu t'es dit, je me choisis et je veux faire quelque chose qui me ressemble. Moi, c'était aussi surtout lié au fait que j'étais vraiment malade le lendemain et que peu importe le nombre d'heures que je dormais, en fait, le lendemain, j'étais juste, je savais juste rien faire, j'étais juste paralysée, handicapée et je savais que je devais vraiment calculer tout le temps parce que si je buvais un vendredi, alors je savais que le samedi, je pouvais rien faire, rien prévoir la journée. Donc j'essayais plutôt de boire le samedi soir, comme ça le dimanche, je pouvais rien faire. Et le samedi, si j'avais un brunch ou un anniversaire, ben, je savais que je pouvais me lever tôt, etc. Donc en fait, ça devenait vraiment handicapant pour moi parce que je savais que c'était comme un jour perdu où j'allais être malade, où j'allais déprimer, où, en fait, voilà, mon corps mettait vraiment 24 heures à se régénérer, à se réhydrater de ça. Mais en même temps, ça valait le coup parce que les moments que je pensais vivre dans ma soirée en buvant, c'était tellement génial que ça valait le coup d'être amorphe pendant 24 heures, quoi. Et donc, en fait, j'ai commencé à vraiment essayer de diminuer parce que j'avais bu à mon anniversaire et je pense que c'était oui, il y a 7-8 ans. Et en fait, c'était un mercredi et donc le lendemain, ben, voilà, je devais aller travailler. Et en fait, c'était vraiment la journée de l'enfer. J'avais été vomir dans les bureaux, alors que j'avais même pas exagéré. Enfin, j'étais même pas allée dormir super tard, etc. Donc, je me sentais même pas bourrée, quoi, la veille. Ouais, j'avais un peu bu, mais j'étais vraiment loin d'être scandaleuse, quoi, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, là, je me suis dit, OK, ben, à partir de ce jour, je vais plus jamais boire la semaine. Mais c'est vraiment difficile parce que le jeudi, tout le monde fait des after-work et donc machin, et puis tu as des trucs et tout. Et surtout l'été en terrasse, on va boire un verre, que ce soit avec les amis, avec les collègues et tout. Et en fait, tu as des tentations tout le temps, quoi. Et donc, je m'étais dit, ben, en fait, c'est fini pour moi la semaine. Donc, je m'y suis super fort tenue. Et je me Bravo. rappelle que j'avais été engagée dans une autre entreprise après celle-là et que je sentais un peu un jugement des collègues qui disaient, allez, on va boire un verre, tu vas boire et tout, parce qu'ils voyaient que le week-end, j'avais une vie privée assez... Enfin, que je sortais, que j'allais en festival, etc. Donc, ils savaient que je buvais. Ils étaient un peu frustrés la semaine quand on allait boire des verres entre collègues, que je prenais juste un Fanta, quoi. Mais je leur disais, les gars, ok, je veux bien voir ce soir, mais alors demain, je prends congé, quoi. Vous ne me voyez pas.
Et donc, voilà, après, ils ont appris que c'était comme ça que je fonctionnais. Et donc, bon, finalement, je me Qu'est-ce que sentais tu quand même. pourrais, comment tu pourrais conseiller, excuse-moi de te couper parce que c'est fort, comment on assume ça? Parce que c'est pas simple. Tu peux être tenté, tu sais, tu veux faire partie du groupe, c'est tes collègues. Comment, au plus profond de toi, ce non, il devient légitime? Comment tu mets cette force-là? Ben, je pense que moi, je suis une personne qui a confiance en moi et je suis très sociable et j'arrive à mettre les gens à l'aise et j'arrive à partager des sujets et j'aime débattre, etc. Donc, c'est un peu ma chance dans cette aventure, c'est que j'ai pas besoin de l'alcool pour me libérer ou pour désinhiber ma timidité Ok, ou pour faire rire les gens. Ou, donc, en fait, j'ai pu me faire accepter relativement vite parce que les gens se sont attachés à moi de par ma personnalité et du fait que voilà, je les fasse rire, que on puisse avoir des conversations, même parfois, mais voilà, un peu débridées ou quoi que ce soit, sans jamais pour autant que je sois alcoolisée, quoi. ok, Et en fait, ben, ça m'a aussi un peu choqué le constat où quand moi je voyais aux fêtes de bureau ou aux fêtes de Noël, etc., quand moi je voyais l'état des gens autour de moi, je me disais, mais purée, quoi. Franchement, c'est des conversations qui débordent, des gestes, et tu te dis, mais en fait, moi je vais partir, quoi, parce que il se passe plus rien. J'ai pas envie d'être loin de ça, mais c'est ce que l'alcool te fait faire, et tout à l'alcool fait. te fait perdre le contrôle et te fait faire des choses que tu n'aurais jamais faites en étant toi-même. Et c'est pas vrai, les gens qui disent que l'alcool révèle ta vraie nature, c'est pas du tout vrai. En fait, l'alcool, ça révèle juste ton instinct animal. Et quand on est bourré, on redevient tous des animaux et on a un instinct. Et c'est ça que ça te met, en fait. Et c'est juste, ça te fait oublier les règles de bienséance, ça te fait oublier certaines limites professionnelles ou personnelles. Et en fait, ouais, ça m'a vraiment aussi confortée dans l'idée que quand je suis pas dans un cadre avec des gens en qui j'ai confiance et avec qui je peux me montrer moi-même, entre guillemets, je ne boirai plus. Parce que mon image, en fait, c'est vrai que ce que les gens pensent de moi, c'est important pour moi. La première chose à laquelle ils pensent quand ils me voient, c'est pas ah le week-end passé, elle a été défoncée, tu vois. C'est important. Quand tu pars de cette société et que tu te lances en tant que DJ, tu arrives dans un univers qui est quand même hyper alcoolisé. Ce monde de la nuit, de la fête, de la musique, comment tu t'arrives dans ce milieu alors que c'est alcoolisé? Mais en fait, très paradoxalement, moi, le DJing et le milieu de la nuit, ça m'a complètement aidé à arrêter de manière définitive l'alcool. Ok, Pour moi, ça a été salvateur à partir du moment où, quand j'ai commencé à mixer en soirée professionnelle, où j'étais rémunérée, avec une vraie line-up, une timetable, etc. Mais je me suis dit, en fait, c'est mon travail. Je suis ici entourée de clients, de promoteurs, de gens, de spectateurs, etc. Je ne bois pas. Pourquoi? Parce que si je bois, ma prestation, elle va pas être aussi bien que si je ne bois pas. Et donc, en fait, voilà, la seule fois où je me rappelle avoir bu du champagne pendant mon set, j'avais l'impression de faire le meilleur set de ma vie et en fait, je me suis rendu compte par la suite que c'était éclaté, quoi. ok. Que c'était pas du tout à la hauteur de mes prestations techniques, De ton ouais, je sais pas. énergie que tu donnes, peut-être. Voilà, c'est ça. Donc enfin, voilà, j'ai rien fait de mal, etc. Mais je me suis dit, en fait, ça aurait été mieux si j'avais pas bu, quoi. Je me serais autant amusée et en plus, le lendemain, je me serais réveillée en forme, quoi. Et donc, je pense que devenir DJ, ça m'a vraiment aidé à complètement pouvoir arrêter l'alcool parce que ça m'a vraiment donné un objectif de vie et j'ai fait vraiment un rapprochement avec les soirées où je mixais pas et où j'étais pas donc engagée comme DJ professionnel ou juste des anniversaires, des soirées en boîte, etc. Parce que c'est vrai que ben, tout ton networking, il se passe en soirée, en festival. Donc moi, je vais dans énormément de soirées et festivals sans moi-même me représenter, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'aurais besoin d'un verre aujourd'hui? La semaine passée, j'étais dans le même club et je mixais et je buvais rien. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin non plus. Et si la musique est bonne, en fait, c'est la seule chose qui compte. Et si la musique est pas bonne ou que les gens me plaisent pas ou que je m'ennuie, mais en fait, je m'en vais. Et en fait, il faut apprendre.
à dire non et à dire, OK, en fait, ce soir, c'est pas pour moi, je sens pas la vibe, je suis pas inspirée, je m'en vais. C'est comme il faut aussi apprendre à se dire, ben, en fait, il est passé 2 heures du matin, il se passe plus rien de ouf autour de moi, c'est pas grave, je rentre à la maison, je m'en vais. J'écoute mon corps, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à écouter mon corps, à écouter mon esprit et à comprendre euh, que, il y avait des choses qui changeaient et donc voilà, les gens me disent, ouais, mais tu t'ennuies pas et tout. Mais si, parfois je m'ennuie, mais c'est OK. Et parfois la soirée, elle est pas bien, mais c'est OK aussi parce qu'en fait, quand tu arrêtes de boire, tu comprends qu'il y a des soirées qui sont moins bien que d'autres et que c'est pas grave et que tu te dis, ben, en fait, le week-end d'après, ce sera mieux. C'est pas tous les week-ends la meilleure soirée, le meilleur festival. Non, il y a des fois, c'est pas bien et c'est normal parce que c'est comme ça la vie. C'est des hauts et des bas et il y a des fois où ben, c'est pas ouf, mais on sait bien qu'alors la prochaine fois, ce sera mieux. L'alcool crée des choses qui sont complètement fausses. L'alcool peut te faire croire que c'était incroyable comme soirée, que tu as une super conversation avec quelqu'un, que tu es devenu meilleur pote avec quelqu'un d'autre. Et en fait, moi, de mon expérience, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses fictives qui ont été créées par l'alcool et qui ont été poussées dans mon cerveau, alors qu'en fait, en réalité, c'était pas du tout ça. Oui, et de dire non à l'alcool, c'est fou parce que tu dis un non à quelque chose qui est tellement ancré, tellement dans les mœurs, tellement dans l'histoire, tellement dans la culture, que c'est un vrai non. Et ce non, je sais pas s'il a fait ça pour toi, mais il a créé cette sobriété en moi. Tu vois, je suis sobre parce que je ne bois pas, mais une sobriété sur plein de choses parce que j'ai réussi maintenant à dire non, tu vois, avec mes croyances, mes valeurs. Oui, c'est clairement un état d'esprit. Et je pense que ça, ça implique beaucoup plus de choses en termes de relations sociales que juste boire un liquide. Il y a vraiment quelque chose qui se crée autour de ce nouveau mindset. Et il y a des gens qui s'en vont, il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et moi, j'ai aussi inspiré beaucoup de mes amis à tester en fait. Des soirées sans alcool, des moments sans alcool. Donc j'ai deux de mes meilleurs amis donc un homme et une femme, un qui a arrêté de boire pendant 1 an, l'autre a arrêté de boire pendant 6 mois, et ils ont tous les deux été hyper satisfaits de leur expérience. Et aujourd'hui, un autre de mes très bons amis et aussi manager de mon projet musical, donc qui est aussi fort dans la nuit, qui a aussi justement un restaurant, qui a eu un bar à vin, etc. Lui a arrêté de boire de l'alcool et ce depuis complètement maintenant, je pense, oui, une demi-année. Et par contre, lui, il m'a dit, mais jamais de la vie, je recommence. Et c'est fou parce que c'est paradoxal, il travaille dans le monde de la nuit, il travaille dans le monde de l'horeca. Et en fait, oui, c'est complètement... Et cette personne, elle a 24 ans. Ah Donc, ouais, ah ouais, bravo. déjà dans une nouvelle génération, en fait, qui embrasse complètement cette sobriété et le fait de s'accepter soi-même et en fait de ressentir. Et en fait, moi, je pense que c'est ça qui est hyper important, c'est de pouvoir ressentir comment on se sent sans noyer ses ressentiments dans le produit. Et je pense qu'à partir du moment où on accepte de se sentir OK avec soi-même et que ce soit pas toujours bien et qu'on n'essaye pas toujours de faire le mieux possible et inimaginable, ben là, il y a déjà un gros changement qui s'opère. C'est sûr. Parce qu'au final, c'est que dans notre esprit. C'est que dans notre esprit. Et pareil, moi, je pense que ça aurait été difficile d'arrêter si j'avais pas eu ce fameux déclic. Et ce fameux déclic, c'était à ma soirée d'anniversaire. Donc, j'avais fait une cure. Parce que donc, en fait, ce que j'ai pas expliqué, c'est que j'ai commencé à ne plus boire la semaine où je travaillais. Puis j'ai commencé à choisir de boire un jour seulement le week-end. Donc, pas 2 jours de week-end, mais genre juste le vendredi, juste le samedi. Et puis, j'ai commencé à faire des cures, donc 1 mois sans alcool, 2 mois sans alcool. Mais c'est vrai que quand je reprenais, ça m'avait manqué, j'avais été frustrée, j'avais hâte. Et puis après, j'étais un petit peu mitigée. Et donc, il y a 3 ans et demi, j'avais fait encore une cure de 3 mois sans alcool, donc de janvier à mars. Et mi-mars, j'avais commencé à boire pour mon anniversaire. C'était la soirée de mon anniversaire, il y avait tous mes amis. Et j'avais dit, ben, je boirai que du champagne parce que je ne veux pas boire d'alcool fort, je ne veux pas être pas bien, etc. Et en fait, ben, le lendemain, je me suis réveillée, j'avais des trous de mémoire, il s'était passé des trucs, je ne savais pas. Et la soirée était passée trop vite parce que ça aussi, l'alcool, ça te fait que tu perds complètement la notion du temps et tu regardes ta montre, il y a 3 heures qui est passé, quoi. Et donc, en fait, j'ai vraiment eu ce déclic où je me suis dit, ben, je regrette vraiment, j'aurais passé une meilleure soirée si j'avais pas bu d'alcool.
Tu, Et à tu, partir de ce jour, je n'ai plus jamais touché une goutte d'alcool. C'était c'est, le déclic que mon cerveau avait besoin. Mais tu sais, je pense que c'était même un cheminement t'as commencé par, tu vois, au lieu de couper d'un coup net et précis, moi, j'ai pas eu le choix, j'ai eu cet accident et voilà, mais c'est mon chemin. Ton chemin, il a été parsemé de plein de mini déclics, je trouve, tu vois, de micro déclics. Ouais. Et c'était l'aboutissement de ça et un choix de soi aussi, tu sais. Je vais te poser une question, tu n'es pas obligé de me répondre, mais tes meilleurs amis, ils ont repris, tu sais pourquoi? Ouais, c'est difficile à. Je pense que c'est deux personnes qui sont peut-être un petit peu stressées de leur vie, de leur travail de manière générale. Et je pense qu'ils partaient aussi du constat qu'ils allaient diminuer, et ça clairement, je l'ai vu aussi, mais qu'ils ne voulaient pas se priver. Je comprends. C'est vrai que ben, moi, j'ai cette force de pouvoir m'amuser sans alcool parce que j'adore la musique et que je peux vraiment me mettre dans un état où la musique me transporte et je peux m'amuser et voilà. Mais je pense que pour peut-être des gens qui sont pas dans l'industrie et qui n'ont pas ce rapport à la musique comme moi je l'ai, ben, c'est quand même difficile de se laisser aller sans boire un petit verre, quoi. Est-ce que tu Donc, crois que c'est peut-être aussi leur chemin à eux? Moi, je crois, hein. Je pense que c'est encore leur chemin. Et quand vraiment on arrive aligné, comme on l'est vraiment, je pense, toi et moi maintenant, bah on fait sans et on comprend qu'on peut faire sans. Tu as commencé de mixer quand tu buvais encore. Alors, tu étais dans un cheminement, tu buvais beaucoup moins, tu étais dans quelque chose que tu es conscientisé, voilà. Mais est-ce que tu as trouvé une différence entre ton art, ton moyen de communication, ta façon d'être entre le début où tu étais encore un peu dans l'alcool et après à être sobre. Est-ce que tu crées différemment? mais en fait, je pense que de manière générale, dans mon état d'esprit, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même et j'ai assumé, accepté beaucoup de choses. Et donc, en fait, je pense que le fait d'avoir arrêté l'alcool, c'était aussi un cap entre ma vie d'avant et ma vie d'après et de me dire, OK, en fait, là, c'est la nouvelle moi. C'est juste une version différente qui est en phase avec soi-même et qui aussi comprend la spiritualité. Donc, je me suis aussi intéressée de plus en plus à s'écouter, à son inconscient. Et il y a plein de choses qui en ont découlé. Et je pense qu'en effet, ça a clairement eu un impact sur ma créativité, bah, de par le fait que je pouvais me lever à n'importe quelle heure après une soirée et j'étais lucide et j'étais peut-être parfois un petit peu fatiguée, mais j'étais toujours partante d'aller mixer, de revoir des copains, de devoir faire un set, de devoir créer de la musique, etc. Et je pense que le fait de pas me dire ah, est-ce que je vais boire, est-ce que je vais pas boire, le fait de pas timer ces moments, mais ça m'a donné aussi beaucoup plus de liberté dans mon agencement d'une semaine type et à quel moment je vais mettre mes moments de créativité, mes moments où je travaille sur mon projet ou plutôt administratif, etc. Donc, je pourrais pas, en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai vraiment un peu diminué déjà, donc ça fait déjà 7 ans et arrêté complètement, donc ça va bientôt faire 4 ans, que c'est vrai que je me souviens pas trop l'impact que ça avait sur mon processus créatif, mais je peux te dire que de manière générale, dans ma vie privée et professionnelle, ça a eu un énorme impact. Donc, Quand on a un objectif, bah, c'est simple. C'est comme les Jeux Olympiques. Tu es un sportif de haut niveau. Ton corps, bah, c'est ta machine, et si tu veux performer et tu vas aller au bout de ton objectif, bah, ou tu mets de la merde dedans et tu bois, ou tu prends autre chose, des addictions, voilà, ou bah, tu dis bah non, j'ai un objectif, je veux aller au bout, et justement tu fais attention et tu mets toutes tes armes pour réussir et tous tes atouts. Moi, je suis sûr que ça a dû fonctionner dans son cerveau à dire, bah voilà, mais moi, si je veux réussir dans ce milieu-là qui me plaît, je suis aligné avec ce que j'aime et bah, j'ai envie de m'épanouir et on devient toujours, enfin, on essaye d'être la meilleure version de nous-mêmes. Ce qui est rigolo avec toi en plus, c'est que tu es l'exemple vivant que tu as toujours été comme ça de toute manière. Moi, j'ai vu ta prestation à Tomorrowland la dernière. Tu as pris le micro. Et c'est un moment extraordinaire et je vois le public et cette osmose et je dis mais putain mais ce serait tellement dommage de gâcher ce moment avec quelque chose qui te fait partir ailleurs. Elle est là l'ivresse. Tu crées un truc qui est genre l'adrénaline magnifique. Non mais dans la c'est un musique, instant qui est hors du temps.
T'es là et tu partages un truc qui est extraordinaire. Je sais même pas ce que ça peut créer. J'aimerais peut-être un jour dans ma vie, et plus on avance, plus tu as des projets, c'est cool, mais d'avoir cette dopamine dans le cerveau, qu'est-ce que ça peut te procurer? Et ça, c'est de la dopamine naturelle parce que en amont, tu as travaillé, parce que tu t'es trouvé, tu t'es cherché, tu sais comment tu es aligné, puis après tu as bossé, parce que c'est pas en arrêtant de l'alcool que tout devient rose et tout. Voilà, on a des grosses émotions, que ce soit négatives ou positives. Il y a des choses qu'il faut apprendre à accueillir. Les émotions, il faut les apprendre à les accueillir. On nous a pas expliqué. Donc, tu apprends plein de choses. Tu sais, une renaissance. Quand je t'ai vu là avec le micro, j'ai fait, waouh, qu'est-ce que ça fait dans ton corps, dans ton cœur? Est-ce que t'es fier de toi de te dire tout ce chemin fait que je peux vivre ce moment magique? Comment tu l'accueilles? C'est clair que c'est énormément d'émotions en un seul moment. Et après, je suis quelqu'un qui a toujours été, j'ai toujours eu les épaules, enfin, la tête sur les épaules. Et donc, c'est vrai que parfois, quand ces moments arrivent, soit je les accepte complètement, je les embrasse, et en fait, ce qui se passe, c'est que j'oublie tout en fait et je suis sur un nuage et il y a complètement la réalité qui se déforme et tu sais plus où t'es et en fait tu fais des choses de façon machinale mais tu arrives à tout oublier en fait. Donc c'est vraiment en fait un peu une extase où plus, il n'y a plus rien qui compte autour de toi. Et parfois, tu as des frissons. Et oui, c'est vraiment cette dopamine qui est lâchée dans ton cerveau. Et après, parfois, il y a un phénomène assez bizarre où tu te vois en train de faire ça et tu te parles à toi-même et tu te dis, purée, qu'est-ce que je suis en train de faire là? En fait, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien ce que je fais? Donc, quand je dis que j'ai la tête sur les épaules, c'est que j'ai un esprit critique hyper développé et parfois, je juge en temps réel ce que je suis en train de faire. Alors, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui appelait ça une déréalisation. Ok. J'ai jamais vraiment creusé dans ce phénomène, mais apparemment, c'est quand tu peux avoir une conversation avec quelqu'un et qu'en fait, tout d'un coup, ton cerveau se décroche de la conversation, tu perds un peu le fil et tu parles à toi-même en te disant, ben tiens, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Ou tiens, qu'est-ce que... Et, et c'est assez... c'est pas quelque chose que j'aime en fait parce que c'est vrai que ça peut paraître très bizarre, hein, je le conçois, mais tu te dis ok en fait bon maintenant focus quoi, focus, arrête, chasse ces pensées négatives remets-toi dans l'instant présent. En fait c'est ça, il faut savoir En fait, tu sais, dans le moment j'adore ce que tu es en présent. train de dire. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau est un muscle puissant et il veut toujours te ramener à quelque chose qui n'est pas la bonne solution. Parce que, C'est un peu, ça s'appelle le sabotage hein, de mais l'esprit. c'est ça, mais tu sais pourquoi? Parce que c'est l'instinct, on en parlait tout à l'heure en off, mais l'instinct primaire, c'est l'instinct naturel. En fait, quand tu es dans les bois et que tu entends un bruit bizarre, t'es surpris et forcément c'est instinctif. Et en fait, notre cerveau, et ça c'est beau ce que tu dis, notre cerveau va toujours nous ramener dans un truc de protection. Quand on entend un bruit dans la forêt, c'est de la protection tout de suite. Il est là, hop, c'est pour te protéger. Et en fait, ton cerveau veut toujours te protéger. Et comme tu vis quelque chose qui est tellement un lâcher prise, quelque chose de beau, de machin, c'est fou que le cerveau revienne, c'est pour essayer quand même de dire, ah non, mais il faut quand même que tu aies du contrôle. Et en fait, tu dis quelque chose qui est fort, c'est que même que ça soit l'alcool ou pas l'alcool, le cerveau est tellement puissant que c'est un muscle et il faut toujours le travailler, le travailler, le travailler, le travailler. Deux solutions. Ou tu prends la solution de prendre du temps pour toi, je vais te poser justement cette question après, mais ou tu prends la facilité et tu prends l'alcool. Et en fait, tu te rends compte que c'est ça. Le cerveau, il a été formaté, tu peux le déformater, il faut le reformater. Et justement ça, toi, quand t'as vécu ce moment-là, quand tu sors de scène pour, entre guillemets, te féliciter ou pour te congratuler, comment tu fais s'il n'y a plus l'alcool? Parce que tu sais, on pourrait dire, ah bah les champagnes, j'ai passé un moment génial, nanana, ou tu vas faire... Ben, en fait c'est marrant mais comme c'est mon travail j'ai pas besoin de me féliciter d'avoir fait mon travail Ok, je comprends. et, Après, on peut se et taper une petite... Julie, oui, t'es à Tomorrowland, tu sors le micro, tu chantes et tu non, fais mais un bien set qui est sûr. fabuleux, l'endroit est magnifique, Bien tu sûr, donnes ton âme et voilà, il y a un truc où... donc ça, c'est une réussite. Ouais, C'est vrai que je suis toujours avec mon compagnon avec qui je partage ma vie aujourd'hui depuis presque 10 ans. trop cool. Il est
là avec moi. Et donc, c'est vrai que voilà, on va toujours se faire un clap ou un petit hug. Si c'était vraiment une chouette prestation, etc. Ben, généralement, je vais aussi près de mes fans, on prend des photos. Et après, c'est vrai que le rituel, en fait, c'est dès que le set finit, ben, je remercie mon public qui m'applaudit. Et je pense que c'est ça la beauté de mon travail, c'est qu'il y a une reconnaissance immédiate. Mais déjà immédiate, parce qu'en fait, tu vois, si les gens s'amusent, ils dansent. C'est ça, Et si... mon seul objectif, c'est ma seule mission, c'est que les gens s'amusent. Je sais à quel point les gens peuvent avoir une vie difficile. Et si moi, de par ma musique, je peux leur transmettre une énergie positive qui fait que pendant 1 heure et demie, 2 heures, ils arrivent à oublier leur vie et à vivre un moment qui est exceptionnel, mais en fait, ça, j'ai réussi si j'ai vu que les gens se sont amusés et qu'ils ont passé un bon moment. Et après, moi, j'ai aussi je pense, un défaut où je suis quelqu'un qui va toujours voir 3 étapes après. Et donc, je vais sortir de scène et je vais être là, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, je suis aussi un petit peu hyperactive et enfin, voilà, j'ai un cerveau, jamais fait de test, etc. Mais je pense clairement que j'ai un haut potentiel. Et parfois, c'est difficile pour moi de rester dans le moment présent et de profiter. Et il faut savoir aussi que je suis en constant combat avec mon ego qui, euh, qui parfois me pourrit énormément la vie et qui n'est pas du tout aligné à mes valeurs. Et c'est marrant parce que j'ai vu une influenceuse française très très connue qui dit que l'ego est super important, fait partie de toi et que en fait tu dois complètement euh, accepter ton ego parce que c'est l'émancipation humaine. Et moi, je suis vraiment de l'autre école opposée qui dit qu'en fait, ben, tu es heureux dans ta vie, tu as abouti ton chemin quand ton ego meurt et que tu n'as plus du tout ces pensées qui te poussent à prendre des décisions. Et donc, enfin, c'est 2 écoles complètement différentes. Mais moi, je pense que j'essaye en fait de ne pas écouter mon ego. Et il y a un jour, ma kinésiologue qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment aidé à avancer, c'est que parfois tu peux avoir des pensées qui te traversent l'esprit, mais ces pensées, elles ne te définissent pas. Donc, imaginons que tu es sur l'autoroute et que tu te dis, ah ben en fait, si je donne un coup de volant, je suis dans le camion et je meurs. C'est pas parce que tu as une pensée comme ça qui te survient que tu es suicidaire, par exemple. Je comprends. En fait, ça m'a vraiment aidé à avancer, de me dire que mon ego m'envoie des pensées, me fait parfois réfléchir à des choses qui ne sont pas moi, qui ne me définissent pas, et dont en fait je dois juste les laisser passer pour pouvoir avancer et continuer mon chemin, quoi. Et donc ça rejoint un peu ce moment où tu me dis bah, qu'est-ce que tu fais après un show? Et c'est vrai qu'en fait je me rends compte que peut-être je ne profite pas assez du moment présent, je savoure pas assez la victoire au final qui m'est due, et que c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à vivre au jour le jour, je suis toujours plongée dans mon futur. Qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a après. Et j'en suis consciente et je travaille sur ça pour essayer d'avoir des moments où je me repose, où j'essaie de penser à rien, parce qu'en fait, je suis en constante réflexion. Je Et comprends. c'est très fatigant et je suis quelqu'un qui dépense beaucoup d'énergie avec cette réflexion constante. J'ai besoin d'énormément de sommeil, j'ai besoin de beaucoup me reposer. Je ne sais pas si tu connais le modèle du design humain. Pas du tout. Mais c'est quelque chose, je pense, qui va te passionner. Le design humain, en fait, c'est un modèle entre l'astrologie et d'autres médecines chinoises qui montrent qu'en fait, les humains ont 4 types différents, dont le type le plus répandu, c'est les générateurs, qui sont des humains qui construisent le monde de demain. Et il y a d'autres types aussi très ciblés, très intéressants. Et en fait, tu comprends la destinée de chaque humain. Et en fait, c'est hyper bluffant à quel point c'est précis. Ok. Donc, ben moi, j'ai compris en fait énormément de choses par rapport à ça, dont le fait que
mon énergie, elle ne provient pas uniquement du fait de dormir beaucoup d'heures, mais elle provient aussi de mon entourage. Donc, si je suis dans un entourage qui me motive, où il y a quelque chose à faire, etc., je vais avoir de l'énergie. Par contre, même si j'ai dormi 10 heures et que je me retrouve une journée plombante avec des gens qui me drainent, ben, je vais être hyper fatiguée. Les humains qui sont générateurs, ils génèrent eux-mêmes l'énergie et ils l'utilisent pour construire le monde de demain. Mais après, tu as d'autres types d'humains qui ne génèrent pas du tout de l'énergie en eux-mêmes, mais qui vont la prendre dans leur La environnement. puiser, d'accord. Exactement. Et en fait, c'est super important, je trouve, de comprendre que moi, je génère de l'énergie. Et donc, en fait, c'est normal qu'à un moment, je n'ai plus que ma batterie, elle est finie et que je dois dire stop pour pouvoir le lendemain recommencer à construire et à atteindre mon but. Mais en fait, quand tu comprends comment l'humain est fait, comment il interagit avec les autres, et ces différents types, donc tu as le générateur, le manifesteur, tu as le guide et encore un dernier que j'ai oublié, mais en fait, tu dis, waouh, tout est écrit. Et il faut juste, on te dessine ta charte en fonction de ton lieu de naissance, ta date de naissance et ton heure de naissance, de la position des astres quand tu es né dans le ciel. Mais c'est vraiment bluffant, comme ça peut t'aider aussi à prendre des décisions. Vraiment, je conseille si un jour tu veux approfondir Complètement. Oui, oui, ça me... ça peut vraiment aider aussi aux gens à comprendre pourquoi ils font ces choses en fait. Parce que je pense aussi que des fois, on a des réactions et on a envie de s'exprimer et parfois on peut te dire, ben non, c'est pas bien, il faut pas dire ça, il faut se retenir, etc. Et en fait, tu comprends que ben, si toi, tu es un tel type ou un tel signe astrologique et que tu te retiens, ben, ça peut vraiment être pire par la suite parce que c'est pas du tout comme ça que tu Ouais, es c'est fait. contre-productif. Ouais, ouais, ouais. Et Ouais. dans ce modèle-là, il n'y a pas d'évolution. Si tu es un type, tu es un type et tu bouges plus. Tu bouges plus. Après, c'est vraiment très ouvert. Ok. Ça te montre juste comment la machine fonctionne, entre guillemets, et comment, par rapport à certaines choses dans ta vie, des situations, des relations avec d'autres types, comment tu peux trouver en fait une synergie. Donc, il y a pas de changement de type, mais par contre, tu peux vraiment apprivoiser des situations. Donc, par exemple, tu as plein de catégories dans un type, et il y a des sous-types par rapport au chakra. Donc, c'est basé sur les chakras du corps. Et en fait, tu as des chakras qui sont activés et d'autres qui ne sont pas activés. Quand ils ne sont pas activés, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. C'est juste que quand ils sont activés, ça veut dire que ça provient de toi. Et par exemple, tu as le centre de l'énergie qui s'appelle le plexus solaire. C'est le centre d'émotion, pardon. Et en fait, il y a des personnes chez qui ce centre, il est activé et d'autres dans lesquels il n'est pas activé. Et en fait, moi, j'ai un peu sondé mes amis. J'ai fait leur test. À mon avis, chez elle, c'est activé parce que donc quelqu'un là où son plexus solaire est activé, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions sous l'émotion, qui va vraiment se laisser envahir, qui va être voilà très émotionnel, réactif émotionnel, très très sensible, etc. Et en fait, pour ces personnes, tu comprends que si tu as ton plexus solaire qui est activé, tu dois vraiment pas réfléchir et pas prendre de décision sur l'instant T. Je comprends. Et tu dois savoir que dire, OK, j'ai toutes ces émotions qui me sont venues, etc. Mais en fait, je dois plutôt attendre un jour ou deux avant de m'exprimer, de répondre, de prendre ma décision, Ça, me- etc. ça, me- ça me parle tellement. Des choses qui sont innées, c'est des choses c'est des thématiques tellement banales au final Tout à fait. qu'on les Mais c'est comprend. ça qui est beau, c'est que on en revient toujours à le fait d'apprendre à se connaître, en fait. D'apprendre Ah, on arrive à mettre des mots dessus. Oui, Et par exemple, les gens qui n'ont pas ce plexus solaire activé, comme moi par exemple, on sait qu'on peut faire totalement confiance à notre instinct. Et dès qu'il y a une prise de décision, une situation, en fait, on doit écouter son moi intérieur. Il faut se dire, bah, si je me dis ça veut dire que je peux. Et si c'est alors ça veut dire que je peux pas. Et c'est vraiment son bruit intérieur, c'est comme ça qu'ils le définissent. Et en fait, tu dois toujours te référer à la première impression, quoi. C'était quoi la première impression quand tu as eu cette opportunité? C'était quoi la première impression quand tu as rencontré cette personne? Et
et c'est fou parce qu'on peut changer d'avis, on peut se laisser un peu manipuler, etc. Mais au final, à l'issue du problème, on se rend compte qu'en fait, il fallait rester sur la première impression. Ça me parle beaucoup et moi, les prises de décision dans l'émotion, le plexus solaire, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que bah, pour moi, c'est l'origine de la vie. Tu sais pas, tu contrôles pas ton cœur, tu contrôles pas les pulsations, tu contrôles pas ta respiration. C'est là la création, je pense. Et je trouve que c'est un endroit qui est important dans le corps. Toi, dans le milieu de la nuit, côté festif, tu as vu une différence un peu entre l'alcool et le sans-alcool? Oui, après, c'est vrai que je peux vite reconnaître des gens qui ont bu, des gens qui ont pris de la drogue, parce que voilà, dans le milieu de la musique électronique, il n'y a pas que l'alcool. Après, moi, je vais être honnête avec toi, ça fait partie de mon métier, et je pense que si les gens arrêtaient de boire et de prendre de la drogue, ben, ça aurait un impact direct sur le milieu de la nuit, parce qu'il y aurait beaucoup de gens qui associent trop ça à la fête et à la musique, malheureusement, et qui, en fait, voilà, si du jour au lendemain, ils devaient arrêter, je pense qu'ils ne se retrouveraient plus dans ces environnements. Après, moi, je suis vraiment une DJ, j'ai commencé en bas de l'échelle de manière très locale. J'ai vraiment gravi les échelons, je les gravis encore d'ailleurs, mais donc j'ai fait énormément de warm-up, d'opening. J'ai toujours eu la chance d'avoir une communauté hyper supportive qui est toujours venue me soutenir, même quand je mixais à des 22 heures, à des midis. Comment tu fais? Ça, je te coupe, Julie, mais comment tu fais quand tu commences à 22 heures ou tard en attendant? Parce je pense qu'il y a d'autres DJ ou DJ qui pourraient consommer de l'alcool. Tu fais quoi en attendant? Bah, quand je commence à 22 heures, c'est le début de la soirée. Donc, par exemple, je vais manger un bout et tout. Et puis, je Ok. me pointe à la soirée à 21h30. Et parfois, j'ai 3 heures de set. Et voilà, en fait, la musique, ça me passionne tellement que juste le fait d'être toute seule dans mon DJ boot, à mettre mes sons préférés et à vibrer avec la basse et à faire mes transitions, ça, me- ça, me- ça, Ça te me porte? Ouais. ça me porte de ouf, tu vois, j'adore. Je me dis, ah, ce son, il est trop bien, je devrais le rejouer, ou alors, ah, celui-là, pas ouf et tout. Mais il y a vraiment tout un process autour de la musique et le fait, moi, juste jouer ma musique sur un sound system qui est différent que mes petites platines à la maison, ben, ça me porte, quoi. Après, je trouve que c'est hyper important, le DJ qui ouvre. Faire un warm-up, c'est tout un art dans le sens où les gens qui arrivent, c'est la première chose qu'ils voient, c'est la première impression qu'ils ont quand ils rentrent dans la soirée. Et ça va vraiment, en fait, set de tone sur l'événement. Et si le premier DJ il est pas bon, mais c'est un peu compliqué. Pas dans le sens où il est pas bon, mais tu as énormément de DJ, surtout les jeunes, qui respectent pas trop le temps et qui vont à 22 heures mettre de la musique super rapide, hyper agressive, qui vont déjà jouer des sons qui sont destinés au peak time, etc. Donc il y a vraiment, en fait, il faut respecter le fait que les gens viennent d'arriver, qu'ils sont pas encore sous. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, moi, j'ai mixé dans ma vie devant beaucoup plus de personnes sobres que de personnes bourrées, parce que j'ai tellement fait de warm-up et d'opening qu'en fait, les gens viennent d'arriver, quoi. Ils n'ont pas bu, ils viennent seulement de prendre leur premier verre, et en fait, ça ment pas. Parce que quand tu Ah, es devant, j'adore. Ouais, là, on t'as triche pas pas. bu, Ouais, ouais. non, on triche pas. S'ils aiment pas, ils aiment pas. Et s'ils aiment bien, tu vois qu'ils commencent un peu à se trémousser, etc. Et je pense que ça a vraiment aidé, ça m'a vraiment aidé à sentir en fait le public et à développer ma sensibilité musicale en sachant vraiment comment construire un set de A à Z, tout en commençant doucement et en finissant un peu plus engagé et à construire une histoire avec un fil rouge, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la première qualité que tu as en tant que DJ, c'est vraiment raconter une histoire et prendre les gens qui sont devant toi dans dans une expérience, dans une balade. Et tu sais pas le faire si tu sens pas ton public, en fait. Et je pense, tu vois, que les warm-up que tu fais, où les gens ont qu'un verre, où ils sont pas encore bourrés, que machin, je suis sûr et persuadé, j'en mets ma main à couper, que on part dans cet état d'esprit-là et que plus on va avancer le monde de la fête et que je pense qu'il va vraiment évoluer et on va tendre à ça, à venir voir quelqu'un qu'on affectionne et où on crée un vrai lien et plus que ce que je faisais moi avant où je suis en after d'after et c'est du boom boom que je me rappelle même pas et je suis là et je suis un zombie. Je pense qu'on va être dans cette qualité-là et je trouve que tu es une pionnière de ça et c'est ça qui va devenir le futur de la fête, cette vraie ivresse, cette vraie connexion. On va être
entre guillemets, c'est pas beau ce mot, mais drogué à ça, à vouloir, voilà, enfin, c'est des vraies connexions pures où toi tu te mets en danger, t'es toi et tu triches pas et les autres non plus. Et cette synergie et ces corps qui vont être là ensemble vont créer et vont rayonner. Je crois, j'ai envie d'y croire, mais j'y crois. Oui, oui, je pense qu'il y a déjà pas mal de festivals où c'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a aussi des soirées sobres, des festivals sans alcool, etc. Et je pense que parce qu'on n'a jamais aujourd'hui été plus conscient de son mental et de son corps, qu'on n'a jamais fait autant attention à son bien-être, qu'on n'a jamais autant bien mangé, qu'on n'a jamais autant oui, le bien-être est vraiment devenu essentiel dans les vies des gens et en fait, je pense que ça va être une conséquence en fait de ce bien-être. Quand les gens comprendront qu'ils peuvent faire des soirées en étant sobres et en étant avec des gens qui sont comme eux, parce que je peux comprendre que si tu bois pas d'alcool, t'as pas envie de te retrouver autour de 15 animaux. Je sais, j'ai fait un festival il y a très peu de temps. On m'a marché sur les pieds, on m'a mis un coup d'épaule. Quand t'es sous, ça fait partie de la masse. Et là, j'avais oublié et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'on est vraiment, il y a une déconnexion totale. Oui, du coup, ça dépend ce que tu recherches, quoi. Si tu recherches vraiment la sensation de bonne musique avec un gros sound system, etc., alors oui. Après, si tu recherches à connecter avec des gens et à sociabiliser, ben, c'est vrai que c'est peut-être pas fait pour toi. Et en fait, c'est hyper culturel, ça dépend des endroits, parce que moi, j'ai déjà mixé dans plein de pays et j'ai vraiment déjà vu énormément de différences sur le dance floor. Par exemple, si tu prends la Belgique et les Pays-Bas, ben, aux Pays-Bas, les gens sont beaucoup plus respectueux dans le sens où les Hollandais, ils ont appris, ils ont eu des cours d'éducation sur comment boire, comment faire la fête, comment prendre des drogues, etc. depuis qu'ils sont très jeunes. Et en fait, tu vois que sur le dance floor, ben, ils sont beaucoup plus calmes, ils sont beaucoup plus respectueux, ils font leurs trucs sans déranger les autres, etc. Alors que tu vois qu'en Belgique, ben, les gens vont avoir trop bu, ils vont avoir trop pris, et en fait, ils ont plus de respect. Et c'est difficile de leur en vouloir parce que tu sais bien que voilà, malheureusement, ils ont perdu le contrôle, qu'ils n'auraient pas voulu se retrouver dans cette situation. Mais en fait, tu vois que de manière éducationnelle, il y a une grosse différence d'un pays à l'autre, quoi. Et c'est vraiment fou. Ou même d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. Ça peut être d'une classe sociale à l'autre, d'un secteur à l'autre, d'un métier à l'autre. C'est vraiment fou de voir que tu peux catégoriser les gens, en fait, de par la manière dont ils vont juste se comporter en soirée, quoi. On se rend compte que l'alcool, de toute manière, n'amène jamais vraiment quelque chose de bénéfique, au final. Non, mais je pense que la différence, c'est les gens qui savent le faire avec modération. Ok. Ouais. C'est là toute la différence, en fait. Moi, je le vois quand je mixe, et même des DJ, quoi. Je vois des DJ qui sont complètement défoncés, d'autres qui ne le sont pas du tout, d'autres comme moi qui boivent pas. Tu vois vraiment de tout, quoi. De l'autre côté de la barrière, tu te dis, OK, en fait, il n'y a pas de règle, quoi. Il n'y a pas de Vous, règle, il n'y a pas de marche à suivre. On est tous différents, on fait tous notre chose vous êtes différemment. plusieurs, toi, trouve à être. Je sais que Bob Sinclair n'a jamais bu et ne prend pas de drogue. T'en connais, toi, dans ton milieu, autour de toi? Moi, à mon échelle, je connais des DJ qui sont plus gros que moi et qui boivent pas. Il y a beaucoup de femmes aussi. Et je pense que, enfin, moi, il y a eu aussi une grosse motivation à ne pas boire, c'est que tu es dans un milieu 90% d'hommes, tu sais jamais à qui tu as affaire. Et moi, j'ai déjà reçu des propositions très douteuses où je me suis dit, en fait, si j'avais bu, peut-être j'aurais pas fait la différence et ça aurait pas été bénéfique pour moi. Et donc, en fait, le fait de pas boire pour rester professionnel, ça aussi découle de pas boire pour rester safe et ne pas terminer dans des afters, dans des endroits qui sont pas bons pour moi, dans des endroits qui pourraient être dangereux. Et en fait, de toujours, toujours, toujours avoir le contrôle. Toujours. C'est fou parce que tu vois, quand on arrête de boire, on devient fiable. Parce que quand tu bois, tu n'es pas fiable, tu peux ne pas te réveiller, t'es pas toi, t'es pas naturel. Mais en plus, c'est safe, tu sais. Donc, il y a ce respect de soi, de son corps, de son mental, mais en plus, le respect de pas finir dans des trucs bizarres ou quoi que ce soit. Moi, j'ai traîné dans des afters très chelous et tu sais, avec les rideaux sont fermés pour me faire mine qu'il fait encore la nuit et tout. Enfin, t'es plus dans un respect vraiment et personne se respecte vraiment. Donc, je comprends ça. Et j'ai vu un truc sur toi j'ai trouvé et vraiment très, ça m'a beaucoup touché. Tu avais fait un concours qui a permis à une jeune fille justement de prendre des cours de DJ.
Et je sais que c'est pas simple, et tu viens de le dire, hein, vous n'êtes pas nombreuses, vous êtes dans un milieu d'hommes. Mhm. C'est pas facile de faire son trou déjà. Donc je trouve, et je te félicite de tout mon être, de tout mon cœur, de déjà devenir en guerrière en tant que femme, parce que c'est un milieu qui est pas simple. En plus, femme sobre, donc parce que tu dégages cette énergie qui fait du bien, et ça, je trouve ça génial que tu mettes ça en avant et que tu l'assumes, parce que c'est avec des discours comme le tien, on sent que c'est pas simple. Tu sais, on parlait d'orgueil tout à l'heure, et je trouve ça cool parce que on prône pas la sobriété en disant c'est un produit magique et vous allez voir, vous arrêtez de boire et tout est fabuleux, c'est le monde des bisounours et tout est beau. C'est pas ça. C'est une marche qui fait que ça permet de se remettre en question sur d'autres choses et d'essayer de se comprendre encore plus et de se donner une chance de se comprendre encore plus. L'orgueil, tout à l'heure, t'en parlais. Moi, si je vois un petit peu ce que j'ai vécu, je suis persuadé qu'il y a le bon et le mauvais. C'est comme dans tout, tu sais, et puis il y a les mesures. Quand on est dans l'extrême, ça marche pas, mais l'orgueil mal placé que j'avais avant sur mon physique, être en soirée, faire le mec, nanana, le paraître, Paris, faire le truc de la dernière éphémère parce que t'es le Instagrammac, ça, cet orgueil-là, poubelle. Mais ça m'a fait ce que je suis maintenant. L'orgueil qui m'a sauvé, c'est l'orgueil où je me suis dit, vas-y, par orgueil, je vais me donner une seconde chance. Tu sais, dans ma reconstruction après mon accident. Et cet orgueil-là me permet maintenant, s'il est orienté pour se faire du bien, pour se connaître. Par exemple, tu vois, on m'a dit il y a peu de temps, bah, ça va faire un an le 10 septembre. Il y a un an, le 10 septembre, on m'a dit, oui, mais Vincent, tu prônes la sobriété, mais tu fumes la cigarette. Et je dis, ah ouais, mais tu sais, c'est chaud, ça fait 20 ans que je bois, c'était comme une addiction lourde, il y en a partout et tout, je peux au moins fumer. Et quand je me suis dit ça, je me suis dit, mais en fait, t'es trop con, en fait. Tu te fais du bien partout, tu essaies de manger bien, équilibré, tu fais du sport, et tu fumes la clope. En fait, tu te donnes une excuse. Ton cerveau est puissant, il trouve des excuses, bien sûr. Donc, on en parlait tout à l'heure, tu vois, faut casser ce muscle, ou le muscler, je sais pas. Et là, je me suis dit, mais en fait, par orgueil, bah ouais, j'arrête la cigarette. Et ça fait un an que j'ai arrêté, par orgueil. Mais ça, de l'orgueil qui me fait du bien, tu vois. Donc l'orgueil, je comprends que des fois il y a des émotions qui passent dans la tête et se dire c'est pas quelque chose qu'on ressent vraiment. Et je suis comme toi aussi. Mais je pense sincèrement deux choses. Premièrement, toute notre vie, notre cerveau va revenir à la machine et va revenir sur des trucs parce qu'on a été quand même vachement formaté. Donc il faut toujours se battre. Jamais un jour tu dis c'est fini. Et c'est ce qui est beau aussi dans la vie parce que sinon ce serait trop simple. Et il y a les signes. Je pense que toi, tu as été ouverte à ça aussi, de voir les bons signes. Avant mon accident, j'étais hyper cartésien, je voyais pas les choses. Et pourtant, ça a été là. Il y a eu des trucs improbables qui me sont arrivés dans ma vie. Et je me dis, mais maintenant, mais c'est fou. Les warnings qu'on m'avait mis, mais j'étais pas apte à voir. J'avais ce voile de l'alcool, mais même tout était dans ma tête était fouillie. Donc aujourd'hui, l'arrêt de l'alcool m'a permis aussi de voir des signes, de dire, ah ok, si c'est pas ça, c'est parce que quelque chose m'attend de mieux derrière. Tu relativises. Enfin, il y a plein de signes à apprendre à recevoir. Et vu que ça te fait positiver et que tu es dans une démarche bah, d'avancée et d'objectif, et bah c'est cool. Il y a cette intelligence de comprendre les choses et de pas se voiler la face et de se dire, OK, c'est comme ça, j'ai compris, je comprends le monde qu'il y a autour de moi et qu'est-ce que je fais en fait, qu'est-ce que j'apporte, comment j'évolue, comment je grandis, c'est quoi mes plans, c'est quoi mes objectifs. Et je pense que c'est un peu comme dans tout, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu veux avancer, tu dois avoir un objectif, tu dois avoir quelque chose qui te donne de l'espoir. Et en fait, ça existe depuis la nuit des temps, comme avec la religion, où les gens, voilà, on leur a donné un sens, une croyance. Aujourd'hui, moi, ma croyance, c'est mon objectif de vie. Et moi, mon objectif, il a toujours été simple, c'était de vivre de ma passion et pouvoir, voilà, partir de cette rat race 9 to 5 et avec ma passion, être chanceuse assez que pour gagner ma vie. Voilà, aujourd'hui, la musique, c'est toujours des hauts et des bas. Il y a des fois où tu gagnes dans ta vie, c'est très saisonnier, etc. Et ça reste en fait aujourd'hui mon seul désir de pouvoir gagner ma vie avec ma passion. Ça reste ça. Et je pourrais dire que j'aurais réussi quand j'aurais assez de recul sur ce que j'ai fait et sur mon avenir pour me dire, OK, ben là, en fait, j'ai construit un truc qui est assez durable que pour pouvoir assurer quand même quelques années de survie avec mon projet. Et c'est juste ça.
mon objectif. C'est pas de m'acheter une maison, une voiture, des sacs Chanel. J'en ai rien à foutre. En fait, moi, le Tu matériel, sais, c'est Julie, je me permets, je fais mon psychologue de pas, tu comptoir, vois. mais tu t'es choisi, et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux et la plus belle des réussites. Et deuxièmement, tu as donné du sens. Et je crois que c'est le sens, justement, qu'on cherche dans notre vie. Et tu as trouvé du sens. Et c'est ça que moi aussi j'ai trouvé du sens. Et quand on a trouvé du sens, justement, l'alcool n'en a plus, je pense. Ouais, c'est clair. C'est tout à fait ça. Je pense que c'est une super bonne conclusion quand tu donnes un sens à ta vie et que tu as un moteur qui te fait avancer. En fait, tout peut arriver. Il y a des choses bien et des choses pas bien. C'est la vie. Et oui, voilà, c'est la vie. Et puis les moments sociaux, les moments où tu souffles, les moments que tu passes avec tes amis, ben, en fait, tu as envie d'en profiter, de t'en rappeler, tu as envie d'être toi-même parce que tu es bien dans ta peau, que tu as de l'amour à donner. Et moi, j'éprouve une énorme satisfaction à pouvoir surveiller mes amis en soirée, faire en sorte qu'ils aillent bien, pouvoir les reconduire après, parce que je peux toujours conduire, je fais toujours Bob, et c'est trop chouette de se dire, en fait, je prends soin d'eux et je leur donne de l'amour en étant moi-même. Et même si eux ne font pas le même choix que moi, je l'accepte et j'accepte cette différence et ça me fait kiffer parce que c'est des gens que j'ai choisis et qu'ils m'aident à avoir des chouettes moments sociaux, quoi. Tout à fait. Merci du fond du cœur, Julie. Franchement, c'est un moment que j'ai adoré passer avec toi. J'ai découvert des choses et ça me fait grandir. Et j'ai aussi comparé des choses et je me suis retrouvé. Enfin, c'est vraiment pour ça que je fais ce podcast sans alcool. C'est pour rencontrer des personnes comme toi. Et la rencontre, je trouve que ça fait grandir énormément. Toi, tu en rencontres beaucoup d'un coup et tu fais quelque chose qui est pour moi fou parce que voilà, t'es une femme dans un milieu d'hommes. En plus, tu mets en avant la sobriété. Il faut des gens comme toi pour faire évoluer les mentalités, les normes, montrer que nos différences et nos forces, que voilà, quand on est aligné, et ben tout se suit et plus on montrera normalité, et c'est ça qui est fou parce que c'est la normalité à l'origine, plus bah, ça Ouais. deviendra quelque chose de sincère, de transparent, de lucide. Mais merci du fond du cœur de prendre la parole parce que pour moi, voilà, je te dis, les révolutions, elles ont toujours été initiées par les femmes et tu le prouves encore une fois. Je fais ça pour pouvoir aider les gens à comprendre, enfin, voilà, à se dire qu'en fait, si cette personne peut le faire, je peux le faire. Mais je pense que c'est important d'apprendre à s'écouter. Et aujourd'hui, on a beaucoup de signaux contraires qui nous viennent. On est overstimulé toute la journée, toute la soirée. Et en fait, il faut savoir parfois prendre du recul, s'écouter. Et surtout, peu importe ce qu'on veut arrêter, ce qu'on veut commencer, etc., juste de savoir pourquoi on le fait et de pouvoir vraiment analyser les raisons. Et je pense que quand on comprend pourquoi on le fait, on a plus de facilité à pouvoir mettre en place une stratégie en fait pour pouvoir atteindre son objectif, arrêter de boire, de fumer. Voilà, il faut si ça vous tente et si vous pensez que votre vie sera mieux, ben en fait, je pense que ça vaut la peine d'essayer et de voir et de pouvoir comparer les bienfaits et de faire une bête liste en se disant ben, les pour, les contre. Et si au final, ben, il y a plus de pour de continuer que de contre, ben alors c'est OK. Si tu es en phase avec ta décision, alors c'est complètement OK, quoi. Juste être en phase avec soi-même, c'est plus important. Je te remercie du fond du cœur, Julie. Je te dis à bientôt. Merci pour ton temps. Je sais qu'il est précieux. Je suis tellement content de t'avoir eu dans le podcast. Puis hâte bah, de venir danser sur un set bientôt. Ça Merci, va. Merci. Julie. À À bientôt. bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté Sans Alcool, le podcast où on assume nos choix, on inspire le changement et on transforme les mentalités, une gorgée et un épisode à la fois. Sans